Bonjour. C'est pas minuit. Mais quelle beauté! Oh, c'est trop gentil! Bon, j'ai préparé, avec l'aide de Stig, fameuse, précieuse Stig, nous vous avons préparé de très belles choses. Est-ce qu'un jour on aura le plaisir de te voir jouer à The Last of Us? Je suis une grande fan. Oh yeah, je propose qu'on devienne BFF. Avec plaisir. Bah, est-ce que tu m'as rajouté sur PSN? Parce qu'il y a le multi qui arrive bientôt. Donc j'aurai besoin de potes PlayStation très bientôt. Oui, franchement, avec grand plaisir. Mais moi, Last of Us, je t'explique. Je t'explique mon amour pour ce jeu. En fait, comme j'aime bien tu sais, le bruit que ça fait quand tu obtiens un trophée sur PlayStation, en fait, j'ai créé plein de profils. En fait, j'obtiens tous les trophées. C'est des diplômes pour moi. J'obtiens tous les trophées, c'est Last of Us, et après je fais un nouveau profil. Et je recommence les trophées. J'ai un pote qui est tellement fan qui a appelé sa fille Ellie. Non mais attends. C'est qui ce pote? Parce que moi aussi j'ai un pote qui a appelé sa fille Ellie, elle est née il y a pas très longtemps. Donc comment il s'appelle ton pote? Parce qu'imagine c'est le même pote. Pucci? Tu mens? Non mais attends, tu parles de Pucci? Mais je suis en choquance là, c'est mon pote. Non mais c'est mon pote. Non mais c'est mon pote. Il était à mon mariage, s'il te plaît. C'est un truc de fou. Mais faut qu'on l'appelle là. Trop petit. Je suis surexcitée là de. Mais c'est un truc de fou. Il a appelé sa fille Ellie. Hein. Moi aussi ça m'a. Je dis mais bon il m'a devancé parce qu'il a eu un enfant avant moi. Mais du coup on va. Nous si on a un enfant, une enfant, on l'appellera Abigail. Du coup on est obligé. Let's go. C'est parti. Nous avons eu un coup de foudre. Tout a été très rapide entre nous. Déjà, ça commence bien. À la fin de mon séjour à Bruxelles, il vient s'installer chez moi. Il m'explique qu'il s'est fait voler ses papiers et sa carte bleue. Ah, manque de bol. Je lui achète donc tout ce dont il a besoin. Et je paye tout le reste. Alors, c'est quoi le reste? Se souvient la dernière victime auprès de nos confrères. Bon, là, déjà, ça commence pas bien. L'homme multipliait les profils sur les sites de rencontres pour arnaquer ses cibles. Après avoir été interpellé en août dernier chez il comparaît ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc le mec, il sévit à Paris, à Bruxelles, ça voyage. Il vivait au crochet des femmes, en se faisant passer pour un riche héritier. Un homme de 32 ans, 32 ans, comparaît ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour vol, escroquerie. Donc vol et escroquerie après avoir commis une arnaque au sentiment en juillet dans la capitale. Une arnaque au sentiment. Une arnaque au sentiment, c'est juridique le terme, enfin l'expression. C'est une formulation qui est très poétique, je trouve. Aurélien A, Aurélien A n'en est pas à sa première escroquerie, au contraire. Les enquêtes à son encontre s'accumulent. Son scénario était bien rodé, comme le relate France Bleu Provence. Donc il a un scénario, un script et tout, comme moi j'ai mes scripts pour YouTube et tout, lui il a ses scripts aussi, pour arnaquer les sentiments des gens. Depuis plusieurs années déjà, l'homme se crée des profils sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres, sous des pseudos comme James Jacob Kempinski, c'est comme ça qu'on dit, ou Charles-Édouard Kabla-Schneider. Ça fait beaucoup de mots. Il engage la conversation avec plusieurs femmes auprès d'elles, il se présente comme un riche héritier américain, un avocat, attention, ou un diplomate. Et parvenant à les séduire, il gagne leur confiance. Qui est impressionné par le statut? Ça, c'est une question quand même importante. D'après une étude, enfin plusieurs études même, d'après plusieurs études, en fait, les hommes et les femmes sont attirés pas par la même chose chez l'autre sexe. Après, c'était des études hétéro. Les hommes, c'est très visuel, c'est très la meuf, faut qu'elle soit bonne, faut qu'elle soit fraîche, faut qu'elle ait ce que l'homme il aime, quoi, dans le corps, physique. C'est purement physique. Évidemment, c'est pas tout le monde, mais les hommes, c'est beaucoup plus visuel. Qu'est-ce qu'on peut tâter dans la marchandise? Les femmes, c'est pas la même chose. Les femmes, elles sont attirées par le statut. Et c'est pour ça qu'en fait, les arnaques, ce genre d'arnaque, ça peut marcher bien, parce que une femme, elle est attirée par le statut. Ça veut pas dire que les femmes sont matérialistes, c'est que en fait, comme on est designé pour porter des gosses, pour s'occuper de notre progéniture, et surtout si le monsieur, le papa, tu sais, il te fait le coup des cigarettes ou de la baguette et qu'il revient pas, c'est toi qui dois t'occuper de ta progéniture, enfin bon, du coup, c'est forcément, voilà, c'est la maman et tout, et il y a enfin, il y a un besoin, en fait, de sécurité pour les femmes, et c'est pour ça qu'une femme, elle va être plus impressionnée
par une personne, en général, et encore une fois, je parle de l'étude, hein, mais tu seras plus attiré, impressionné et attiré par une personne qui a un statut. En même temps, on gagne moins la plupart du temps que les mecs. Il y a ça aussi, en fait. Et puis, il y a aussi ce truc de, pendant des siècles, en fait, les femmes ne travaillaient pas. C'était l'homme qui devait subvenir aux besoins de toi et des enfants. En fait, tu nais, tu grandis, tu deviens une femme, tu te maries, tu fais des gosses, et tu dépends totalement d'un homme. On est en train d'un peu rejoindre au niveau de l'égalité financière et tout ça. Le mec, en fait, je pense que son arnaque, elle est arrivée vraiment à point nommé, parce qu'on est à un moment où, en tant que femme, tu peux pas dire, ben non, c'est toi qui dois tout payer, et tout, c'est toi qui dois tout gérer. Il y a la promesse de, le statut, je l'ai, il est là, l'argent, il est là, mais sois une femme moderne, et vas-y, c'est toi qui rinces, quoi. donc les femmes, elles rincent. Alors qu'une relation s'installe avec chacune de ses interlocutrices, et il promet une vie commune, un mariage, ce truc que plein de meufs elles veulent entendre, quoi, un avenir en or, tout en se servant de leurs économies et en s'enfuyant sans laisser de traces avec leurs moyens de paiement. Donc, il ghost, quoi, le mec. Après avoir sévi pendant plusieurs années dans le Var, mais il n'y a personne dans le Var. Déjà, comment t'as réussi à sévir là-bas? Après avoir sévi plusieurs années dans le Var, où il n'y a pas grand monde, Aurélien est finalement interpellé en 2019 à Fréjus lors d'un simple contrôle routier. Comment ils ont su? Dès sa sortie de prison en 2020, il se réinscrit sur des sites de rencontres et fait de nouvelles victimes. Récidiviste. C'est à Paris, en août dernier, donc là, que l'homme est de nouveau arrêté dans le 8e Dans le 8e. Le 8e, pour les personnes qui ne savent pas, c'est genre The arrondissement, c'est un des plus de Paris. Le 8 et le 16. Justin qui est en train de s'énerver parce qu'il est en train de jouer à la console. Justin, gros mot là. Careful, hein. At least swear in French. So we can laugh. Bon, promis, s'il dit des gros mots parce qu'il perd, ce sera en français. Arrêté dans le 8e, dans le domicile de sa plus récente victime. Donc en plus, il tape dans des meufs qui habitent quand même dans le 8e. C'est pas moi qui viendrai chercher comme victime dans le 19e arrondissement. Hein. L'une de ces dernières victimes raconte comment elle s'est laissée aveugler par Aurélien avant de faire des recherches sur internet et d'apprendre toute la vérité à son sujet. Donc ça va, elle a eu l'intelligence d'aller Google. C'est lors d'un voyage à Bruxelles, dans le cadre de son travail, que Marie, son prénom a été changé, rencontre l'homme via une application. Malgré les mises en garde de ses proches, Marie plonge, sans se poser de questions, dans le piège tendu par Aurélien, qui lui promet un mariage à Monaco. Oh là là, rien que ça. Fausse réservation à l'appui. Ah, donc en fait, le mec a booké des faux trucs, quoi. C'est plus rentable d'arnaquer des riches. Au cours d'un séjour à Paris, Aurélien prend la fuite, emportant avec lui carte bancaire de sa victime, ainsi que son téléphone et son ordinateur portable. Elle porte plainte à Paris, relançant les investigations au sujet de l'escroc. Donc, c'est d'elle que la récidive, en fait, elle a relancé l'enquête. D'autres procédures sont en cours concernant Aurélien. Il devra notamment être jugé à Lyon en 2024, après avoir essayé d'acheter une voiture avec des chèques volés. Les enquêteurs belges ont émis un signalement à son encontre pour vol, recel, escroquerie et usurpation. Celui que l'on surnomme le jeune Rocancourt n'en a donc pas fini avec la justice. En fait, comment tu fais pour acheter avec des chèques volés une voiture? Genre carrément une automobile. Parce qu'en fait, une voiture, déjà il y a le numéro de série, il y a la plaque, enfin je sais pas, il y a trop de trucs traçables. Je sais pas, il a une pose d'escroc. Comment je vais arnaquer la prochaine? Il a un Mac, l'enfoiré. C'est un Mac derrière. Plus un ordinateur portable sur les genoux. Costume. Il y a du parquet flottant. J'essaie d'analyser la scène de crime de la fille. Zoomons à zoomons. Oh, regarde le sourire de chacal. Analysons la photo. Bon, tu pourrais faire du cable management, là. C'est quoi tous ces fils, là? Mais comment tu peux arnaquer des gens comme ça, leur enlever leur thune, leur prendre... En fait, le mec est pas dans le besoin. Tu sais, tu voles pas pour manger parce que t'es à la rue, ou parce que, tu vois. Le mec, c'est pour du luxe. C'est pour des ordi, c'est pour des portables, c'est pour acheter une voiture. Le mec, il a essayé d'acheter une voiture. Non, mais on continue, parce qu'Aurélien, là, m'a un peu énervé. On y va, là, on va au Texas. Au Texas, un homme a été arrêté mardi dernier, soupçonné d'avoir... Ah ouais. Mais ça s'emboîte très bien, Stig. Parce que j'adore, en fait. Il faudrait qu'Aurélien lise cet article. Aurélien, t'es là? Tu nous regardes ou pas? Bah là qu'il est là, Aurélien. Bon, Aurélien, lis, parce que ça va peut-être t'inspirer des bonnes choses. Au Texas, un homme a été arrêté mardi dernier, soupçonné d'avoir tué un escroc sur un parking de restaurant à Houston,
pour se venger, raconte le New York Times. En plein rendez-vous amoureux à Houston, aux États-Unis, l'homme s'est rendu compte qu'un individu s'est fait passer pour le gardien de parking du restaurant pour lui soutirer de l'argent. On se croirait au bled. Tu sais, au bled, t'as des trucs un peu comme ça. Tu vas sur un parking et tu gardes ta voiture et il y a un mec qui te dit vas-y, recule, hop, allez, donne-moi 20 balles. Ça, c'est au bled, en fait. Et là, le mec, il a fait ça. Mais par contre, c'est vrai que pour avoir été plusieurs fois aux États-Unis, il y a des parkings où il y a des vraies personnes et des vrais gardiens, et en effet, il faut les payer un petit peu. Donc c'est un truc qui existe aussi aux États-Unis, mais que personnellement, j'ai vécu au bled, et aux États-Unis aussi, mais je sais pas, j'ai vu ça dans aucun autre pays, c'est bizarre. En Inde aussi, en Inde. Anyways. Le 11 avril dernier, alors qu'il a rendez-vous avec sa compagne pour aller au restaurant, Eric décide de garder sa voiture sur un parking situé à proximité de l'établissement. Là, un homme se présente comme le gardien et lui demande de régler 40 $. Mais 40 $? Mais tu te gares 28 jours en fait avec 40 $. C'est énorme. Parce qu'à la rigueur, ça aurait été 5 balles. 5 balles, ça va. 10, allez, c'est Houston, Zama. Un homme se présente comme le gardien et lui demande de régler 40 $ pour pouvoir stationner. Et il demande le même montant à sa conjointe qui est venue avec un autre véhicule. Le couple s'est fait arnaquer 80 balles. C'est un dette qui coûte cher. Il promet cependant que cet argent leur sera rendu s'ils présentent le ticket de caisse du restaurant à la fin de leur repas. Ah, donc ça... Bon, ça reste une arnaque, mais... ouais, c'est un peu le système de quand tu vas au centre commercial. Si t'as fait des achats, tu payes pas ton parking, quoi. Donc Eric s'exécute, il règle la facture. Ce n'est que lorsqu'il se met à table que le couple se rend compte de la supercherie. L'individu qui leur a réclamé de l'argent n'est autre qu'un escroc, se faisant passer pour le gardien du parking, les prévient un serveur. Aguirre s'est alors levé de table. C'est qui Aguirre? Ah, c'est Eric. Son nom de famille, c'est Aguirre. Eric se lève de table, indique à sa compagne qu'il doit sortir, mais qu'il est de retour. Il se rend à sa voiture, il sort une arme et tire sur Aurélien. C'est pas drôle. Pardon Aurélien, excuse-moi. C'est une blague, bien sûr, Aurélien. Donc il tire sur l'escroc. Ah, sur l'arnaqueur, l'escroc. Par la suite, il retourne sur le restaurant où il affirme à la jeune femme qu'il est simplement allé effrayer le fraudeur. Je suis juste allé le mettre un peu en panique. Tout est correct. Il dit à sa femme. C'est correct, comme ils disent les Canadiens. Pourtant, pendant ce temps, la victime a été transportée à l'hôpital où l'individu a succombé à ses blessures. Ah ouais. Le reste du souper s'est déroulé normalement et le tandem a poursuivi sa soirée romantique ailleurs. C'est pas drôle, il y a un homme qui est mort quand même, mais... En fait, il est sorti de sa voiture. Il a dit à sa meuf, attends, j'arrive. Il est sorti, il est parti sur le parking. Il a pris son arme, il l'a abattu. Un seul coup de feu, je pense que c'était suffisant. Il l'a abattu, il est revenu. C'est correct. Il a arnaqué combien de personnes? Ce mec, combien d'argent il s'est fait? Ça fait combien de temps qu'il est sur ce parking? Peut-être qu'il fait d'autres parkings. Ça se trouve, c'est son travail à temps plein d'arnaquer les gens sur les parkings. Donc ils se poursuivent leur soirée romantique ailleurs. Selon plusieurs témoins, Eric rejoint son véhicule au pas de course, s'empare d'un pistolet et part accomplir sa vengeance. Avant de revenir au restaurant d'un pas nonchalant, après avoir rangé l'arme dans sa voiture, rapporte l'acte d'accusation qu'a pu consulter le New York Times. Ce n'est que 2 jours plus tard que la femme a vu son visage et celui de son compagnon sur un avis de recherche de la police. Elle a immédiatement contacté les autorités qui ont poursuivi leur enquête et arrêté Eric Aguirre le 18 avril. Eric Aguirre, 29 ans, doit comparaître en juin devant un tribunal pour le meurtre dont il est soupçonné. Sa caution a été fixée à 200 000 $. Son avocat, Brent Maher, a refusé de commenter. Tu voulais pas dire c'est correct? Donc ça, c'est Eric et son amoureuse. Donc ils viennent de lâcher 40 balles chacun. Et ça, ah ouais, ah, il a la tête d'un mec qui veut pas lâcher 40 € pour rien. Hein. On y va pour la prochaine affaire. La police de Chandler en Arizona a enquêté sur ce refuge dédié aux chiens ayant des besoins spécifiques. La propriétaire, April McLaughlin, a été arrêtée. C'est une scène de chaos qu'a découvert la police de Chandler ce vendredi. Les agents se sont rendus à un refuge pour animaux et ont retrouvé des dizaines de chiens dans un état critique. Au total, 55 chiens ont été secourus dans une maison
insalubre, selon un communiqué de la police. D'après les informations relayées par Fox News, les agents ont également trouvé plusieurs cadavres de canidés dans le congélateur de la gérante, à côté de ses denrées alimentaires. C'est comme les tueurs en série qui mettent des bouts de jambes, des bouts de machin à côté du foie de volaille et du saumon. Cette dernière est accusée de 110 délits et poursuivie pour maltraitance animale. Elle est actuellement placée en détention et sa caution est fixée à 2500 $. J'ai pas compris. Il manque un zéro. Et il doit manquer un zéro, c'est pas possible. 2500 balles. Ça veut dire, c'est rien, 2500 balles, c'est des cacahuètes. 2500 balles et la meuf, elle peut sortir de prison. De détention provisoire. Donc elle peut sortir et attendre son procès tranquille à l'extérieur. Et potentiellement faire du mal à d'autres animaux, même si elle a pu son refuge, j'imagine. Hein. J'espère pour sa gueule. Enfin, j'espère surtout pour les chiens. Mais c'est pas normal. Mais pourquoi t'as un refuge, en fait, si tu n'aimes pas les animaux? En plus, Stick, je sais que t'as une chienne qui s'appelle Lilith. Je sais pas si t'en as pas deux, il me semble que c'est peut-être deux. Mais moi, si quelqu'un touche à mon fils comme ça, C'est un vétérinaire qui a alerté les autorités sur ce refuge dédié aux chiens ayant des besoins spécifiques. Donc en plus, c'est des chiens qui ont des besoins spécifiques. Donc ça doit être peut-être des chiens qui sont peut-être handicapés ou des trucs comme ça, c'est ça? Oh putain, merci le vétérinaire. Hein. Sur place, les autorités sont tombées sur des dizaines de chiens vivant sans eau ni nourriture et dans la saleté la plus totale. Les pompiers ont dû porter un équipement spécial pour pouvoir respirer dans la maison où l'odeur était insoutenable. Certains des animaux qui ont été retrouvés vivants dans des cages métalliques empilées les uns sur les autres, dont plusieurs étaient recouvertes, empilées les unes sur les autres, donc c'est les cages qui sont empilées les unes sur les autres, et certaines sont recouvertes de bâches. Bah oui, on leur l'a vu tant qu'à faire. Hein. Ces gens-là devraient être condamnés à enterrer des déchets nucléaires, je te jure. Ou à travailler dans les toilettes de prison. Juste dans les toilettes, juste tu nettoies le caca. Moi, ce qui me choque, c'est le nombre de chiens. Parce que ça aurait été un chien ou deux. 2500 balles, bon, ok. 55 chiens. Je suis désolée, les vies des animaux, elles comptent autant que nous, en fait. C'est pas parce qu'un animal, il contribue pas à la société avec des impôts que leur vie, elle n'a pas autant de valeur que la nôtre. Hein. La caution, je suis choquée du montant. Je suis choquée du montant. Donc ça, c'est l'intervention. Et donc c'est elle. Elle a une tête de winneuse. Mais ils ont tous des têtes de winners ce soir. Hein. Après l'arrestation de la gérante, les chiens ont été conduits chez le vétérinaire pour vérifier leur état de santé. Certains étaient tellement faibles qu'ils avaient du mal à aboyer. Face aux négligences qui leur ont été infligées, plusieurs bêtes ont dû être euthanasiées. Putain. Par contre, l'euthanasie, je sais pas si c'était forcément nécessaire. À quel stade tu décides qu'un chien, il est pas sauvable, en fait? Est-ce qu'ils étaient en train d'agoniser, vraiment? Parce qu'ils n'ont pas eu d'eau, pas de nourriture pendant je sais pas combien de temps. C'est horrible. Le 23 septembre, la police de Chandler déclare qu'April McLaughlin, la personne responsable, a été arrêtée après avoir obtenu plus de détails auprès d'experts en protection des animaux. Elle reçoit une caution de 2500 en espèces, enfin 2500 balles uniquement. La maison sera condamnée. Les procureurs, du coup, le refuge est condamné, mais je crois que c'était chez elle en même temps, c'est ça? Le procureur déclare au juge lors de sa première comparution devant le tribunal que l'Arizona Humane Society était venue chez elle en août. Elle ne les a pas laissés entrer. Donc il y a une association en fait de protection animale qui est venue en août et ils l'ont pas laissée entrer. Quant à la mère de McLaughlin, donc la gérante, les autorités affirment qu'elle se trouvait également à l'intérieur de la maison. Elle a été déplacée de la maison et est actuellement en sécurité. Est-ce qu'elle était dépendante en fait de sa fille? Parce que comment tu peux rester dans une maison comme ça en fait, insalubre à ce point et tout. On y va pour la prochaine. On y va pour la prochaine? Vous êtes prêts? C'est parti? Le corps d'une adolescente de 16 ans a été retrouvé dans une usine désaffectée sur l'île de la Réunion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des îles françaises là? Île de la Réunion. Deux de ses camarades, 14 et 16 ans, 14 ans et 16 ans, viennent d'avouer le meurtre. Deux mineurs ont été placés en garde à vue après qu'une jeune fille ait été retrouvée morte mercredi à Saint-Pierre, dans le sud de l'île de la Réunion, 5 jours après sa disparition. Donc la jeune fille disparaît, 5 jours plus tard, elle est retrouvée morte dans une usine désaffectée. La victime âgée de 16 ans, qui était portée disparue depuis samedi, avait quitté le domicile de son père à Saint-Denis, dans le nord de l'île, pour se rendre chez une amie à Saint-Louis, dans le sud.
Après le signalement de la disparition, les enquêteurs du service territorial de la police judiciaire ont pu identifier la personne avec laquelle celle-ci avait rendez-vous. A précisé Carole Pantalacci, procureure par intérim de Saint-Pierre. Cette jeune fille mineure de 14 ans a admis avoir participé en compagnie d'un de ses amis âgé de 16 ans au meurtre de la jeune fille disparue, ajoute la magistrate. Les 2 mineurs ont été placés en garde à vue et au commissariat de Saint-Pierre. Ils ont expliqué le déroulement des faits et admis être les auteurs du crime. Le corps a été retrouvé par la police dans une usine sucrière désaffectée. Les premières conclusions du médecin légiste confirment les violences subies par la victime, indique la procureure, sans préciser la nature de ces violences. Les investigations et les auditions se poursuivent afin de déterminer et approfondir les circonstances dans lesquelles le crime a été commis. Les faits ont provoqué un vif émoi dans la grande île française de l'océan Indien, où 2 affaires de ce type se sont produites ces dernières années. Ah ouais ? En avril 2022, une jeune fille de 14 ans avait été gravement blessée à la tête à Saint-Pierre. Aussi à Saint-Pierre. Un mineur avait été placé en détention provisoire pour tentative de meurtre. 2 autres l'avaient été pour complicité. En mai 2019, un jeune homme de 18 ans avait voulu piéger une de ses camarades de classe pour abuser d'elle dans un entrepôt désaffecté de Sainte-Marie, dans le nord de La Réunion. Frappée à coups de barre de fer, ah ouais, carrément, la jeune fille avait réussi à s'enfuir. Jugé pour tentative d'assassinat et de viol en novembre 2022, il avait été acquitté concernant le premier chef d'accusation pour tentative d'assassinat. D'accord ? Il a été condamné à 7 ans de prison pour le second, donc pour le viol de la jeune fille. Il se passe des choses en Réunion, à La Réunion, dis donc. Et en fait, on n'a pas plus d'infos, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est relou, on n'a pas plus d'infos sur pourquoi. Genre des jeunes, en fait. Les jeunes, des fois, ils ont des idées, mais c'est juste incroyable. À 14 ans et 16 ans, t'es responsable du meurtre d'une autre personne, quoi. Et ta vie, ça va être ça, quoi. En plus, comme ils sont mineurs, ils vont pas prendre beaucoup. Alors, il y a quelqu'un... Dans l'article, il était précisé 16 ans révolus. Donc j'imagine que 16 ans révolus, le révolu, il est peut-être important. Comment, à cet âge-là, moi, à cet âge-là, j'étais responsable de pas grand-chose. De moi-même, c'est déjà pas mal. De mes frères et sœurs, c'est aussi beaucoup. Mais putain, j'étais pas responsable du meurtre de quelqu'un, quoi. Ça va peut-être leur servir de leçon. Servir de leçon. Non, un meurtre, ça peut pas servir de leçon. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Je suis en déprimance, là, de cette affaire. Il y a des tueurs en série de moins de 16 ans, c'est clair. Mais je sais pas si vous vous rappelez, l'affaire de Colin Ritzer, dont j'ai parlé, je sais plus il y a combien de temps, mais c'était il y a un moment déjà. Colin Ritzer, en fait, elle a été tuée par un de ses élèves. Il la suit aux toilettes avec un cutter, il la coupe, je crois, jugulaire et tout. Il la met dans une poubelle de l'école et il la transporte normal à l'extérieur. Il l'emmène dans les bois, il la jette. Il la met dans une pose, voilà, il lui écarte les jambes et tout, trop bizarre. Il la met à moitié à poil, une pose trop bizarre. Cette signature-là, de la mettre dans cette position, c'était voulu, quoi. C'était voulu. Il laisse un petit mot. Je sais plus c'était quoi qu'il avait écrit dans le mot, mais cette affaire était vraiment particulière, quoi. Et le mec avait 15 ou 16 ans, je crois. 15 ans, peut-être, un truc comme ça. Clairement, il aurait recommencé. J'en suis persuadée. Quand j'ai lu cette affaire et quand j'ai fait le script et tout, quand j'étais en train de faire mes recherches et tout, je me suis dit, mais lui, tu sens, en fait, quand il y a des personnes qui sont capables de recommencer, qui recommenceraient si on les avait pas arrêtés. Il n'était pas forcément premier de la classe, mais c'était un mec tranquille, un mec un peu réservé. Il faut se méfier un peu des gens calmes. Pas tout le temps, hein, parce que moi j'étais plutôt calme quand j'étais jeune. Non, c'est pas vrai, j'étais pas calme. En fait, si, j'étais calme, mais j'étais pas calme. J'étais comme un panda, noir et blanc. Moi, mon problème à l'école... Enfin, mon problème, j'avais pas de problème à l'école. Moi, j'étais hyper intelligente. J'avais tout le temps des bonnes notes. Moi, j'avais tout le temps des avertissements conduite. Jamais des avertissements travail. À chaque trimestre, tu pouvais t'assurer que garantie, c'était un avertissement conduite. J'étais une insolente. Je ne supportais pas l'injustice et tout ça. Donc moi, il y avait un truc à dire, j'ouvrais ma gueule direct, avec les profs et tout. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais voilà, c'était le quart d'heure biographique, autobiographique, et le quart d'heure psychologique. On y va pour la prochaine. Richard Devitte, 77 ans, comparait à Meaux, Seine-et-Marne, ce lundi. Un gendarme l'a piégé, j'adore les histoires comme ça, sur un site de rencontre en se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans. Déjà, Richard Devitte, est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle ce nom ? Richard Devitte, interprète du titre « J'ai encore rêvé d'elle » avec Joël Mogensen. J'ai encore rêvé d'elle, et moi aussi,
j'ai une voix magnifique. Richard de Witt interprète du titre J'ai encore rêvé d'elle avec Joel Mogensen en 1975. Hein, j'étais pas née, hein. Personne là de ce chat était né, je pense. Ou peut-être une ou deux personnes. Il était une fois, donc il était membre du groupe Il était une fois. Il doit être jugé ce lundi devant le tribunal correctionnel de Meaux en Seine-et-Marne pour corruption de mineurs et proposition sexuelle faite à une mineure de moins de 15 ans par un majeur et suivie d'une rencontre. Donc ça, c'est la charge. Mais ça, c'est incroyable. En fait, c'est bien qu'on puisse charger des gens d'un crime qu'ils n'ont pas commis, mais qu'ils étaient sur le point de commettre. Minority Report. J'ai l'impression d'être dans Minority Report. Et j'adore ce film. Après avoir envoyé des messages sur Internet et donné rendez-vous à ce qu'il pensait être une jeune fille de 13 ans. Les faits qui lui sont reprochés remontent au mois de mars dernier. Entre le 25 et le 28 mars, l'homme de 77 ans, putain, t'es grand-père à cet âge-là, l'homme de 77 ans échange des messages avec une jeune fille dont le pseudo suggère qu'elle a 13 ans. Il s'agit en fait d'un gendarme de la section de recherche de Paris qui cherche à savoir s'il ne commettrait pas des faits répréhensibles. Richard de Witt tombe dans le panneau. Les messages qu'il échange avec cette jeune internaute prennent un ton sexuel et il va jusqu'à lui proposer de le rejoindre sur le parking d'un McDonald's situé à Croissy-Beaubourg en Seine-et-Marne le 30 mars. Alors, McDonald's, en fait, c'est très bien choisi la McDo. T'as 13 ans. T'aimes bien aller au McDo à 13 ans, non? Moi, j'aimais bien aller au McDo à 13 ans. Quelle gamine de 13 ans, elle veut aller voir un mec de 77 piges sur le parking d'un McDo? Quelle fille de 13 ans, elle veut faire ça? 77 ans. C'est ton grand-père, c'est ton arrière-grand-père, le mec. Et pourquoi t'as envie d'échanger des trucs sexuels avec lui à 13 ans? Même si à 13 ans, tu commences un petit peu à parler de sexe, un petit peu à tripoter, un petit peu à barbasser, un petit peu, ok, bon. Mais avec un mec de 77 ans. Donc voilà la gueule de monsieur aujourd'hui. Et en fait, lui, il croit qu'une meuf de 13 piges, elle a envie de faire des choses avec lui. Il pense qu'une meuf de 13 ans, elle veut le voir à poil. Et lui faire des trucs. Mais là, j'ai l'impression qu'il a tout teint les cheveux, là, pour faire un peu plus Jones, non? C'est peut-être pour le procureur et tout, pour le juge. Genre, oh, regardez, je suis Jones, hein, j'ai les cheveux marrons. Être avocat et défendre ce genre de personnes qu'elle taffe, quand même. Mais c'est pour ça que j'ai jamais voulu être avocate, parce que malgré mon admiration pour Ali McBeal, ma grande admiration pour Ali McBeal, en fait, Ali McBeal, pour moi, j'avais le même... enfin, je me sentais comme elle, quoi. Une meuf un peu folle. Alors, j'avais pas des visions, hein, j'ai jamais eu de vision, mais tu sais, le côté un peu folle, le côté elle cherche l'amour absolument. Moi, j'étais trop comme ça. Toute ma vie jusqu'à ce que j'ai rencontré Justin. L'ancienne, Ali McBeal. Disponible sur Amazon Prime. Les plaidoyers et tout, enfin, c'était ma partie préférée de la série Ali McBeal. Et puis quand il chantait dans les toilettes, évidemment, j'aimais trop, quoi. Quand les avocats, ils sont là, debout, en train de parler au jury, en train de dire « Votre honneur, mesdames et messieurs, membres du jury, des jurés, du jury », enfin bref, je sais plus comment on dit. Ça me fascinait, en fait, comment on dit, c'est quoi le mot quand tu t'exprimes bien? En fait, j'ai pas mangé, j'aurais dû manger, c'était pour ça que je n'ai plus d'énergie. En fait, les avocats ont une telle éloquence que moi, j'étais fascinée par ça. Et je pense que, quelque part, pour moi, le parler, le fait de parler, le fait de s'exprimer, et avec autant d'art presque, c'est quelque chose qui, moi, me renvoyait sûrement peut-être à mon traumatisme dans l'enfance, de ne pas savoir parler français. C'est peut-être aussi pour ça que je parle plusieurs langues aujourd'hui, que je suis en train aujourd'hui apprendre le coréen. Les langues me fascinent, et je pense que quelque part, c'est peut-être moi qui pense cette blessure d'enfant. Et le métier d'avocat, c'était... ça réunissait beaucoup de choses pour moi. Ça réunissait une éloquence dont j'avais besoin désespérément à l'âge de 5 ans, et ça réunissait aussi le fait de te battre pour une injustice, au nom de quelqu'un, d'aider quelqu'un d'autre face à une injustice. Quand tu comprends que tu peux défendre n'importe quel type de personne, là j'ai dit non, je peux pas devenir avocate. J'ai fait un choix de vie. Enfin bref, mais sérieusement, j'envisageais vraiment d'être avocate. J'envisageais vraiment d'être avocate. Les mots ont un pouvoir incroyable. Exactement. Ça peut autant apaiser le cœur de quelqu'un, faire pleurer de joie, que détruire une personne. On reprend notre affaire avec Richard. Donc il veut la retrouver au McDo. Viens, on va au McDo, on va se faire un filet aux fiches, hein, parce que c'est halal. Cependant, le jour du rendez-vous, ce n'est pas une adolescente qu'il voit arriver, mais les gendarmes. Auprès de RMC Crime, son avocat maître Stéphane Loisy raconte que Richard de Witt est alors placé en garde à vue et interrogé pendant plusieurs heures, avant de repartir libre, carrément, vers 23h, en ayant reconnu les faits. Bon, en même temps, tu pouvais pas nier. Hein. Ce n'est que le 25 août que les enquêteurs le convoquent à nouveau, donc là,
avant-hier, c'est ça, et que le parquet décide de le placer en détention provisoire à la maison d'arrêt de la santé dans l'attente de son procès en raison de sa possible dangerosité. Merci. Une aberration pour maître Stéphane Loisy. S'il était si dangereux, pourquoi l'a-t-on laissé repartir 5 mois plus tôt? C'est une très mauvaise question, maître. Hein. Clairement, c'était peut-être une erreur de la part de... Non, je pense que... je pense qu'ils ont peut-être pris le temps de se dire ouais, non, 77 ans, en vérité, ça veut rien dire. La preuve, le mec a essayé de se taper une gamine de 13 ans. L'avocat de la défense juge que le dossier monté par le parquet se trompe au sujet de la personnalité de son client et de sa dangerosité. C'est un homme plutôt seul, malade, qui manque de discernement et qui parle à n'importe qui sur Internet. Cherche-lui des excuses. On en fait un exemple de pédocriminel, mais si ça l'était, je n'aurais pas pris ce dossier. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc je n'aurais pas pris ce dossier, assure maître Loisy, rappelant que son client n'a jamais eu de relation sexuelle avec une mineure. Ça, quelque part, j'ai envie de te dire, on n'en sait rien. Hein. Selon nos confrères du Parisien, Richard de Witte n'en est pas sa première comparution, putain. En 2015, il avait déjà été jugé à Dijon, Côte d'Or, pas le chocolat, la région, et avait écopé de 18 mois de prison, dont 17 avec sursis, pour avoir, de la même manière, été piégé par un gendarme, se faisant passer pour une fillette de 12 ans. Donc 2015, ça date d'il y a 8 ans, le mec avait 69 ans. En fait, tu te dis, mais à ce moment, au moment où le mec était une célébrité, les chanteurs et tout, les groupies, les fans et tout, je suis sûre qu'il a dû faire des trucs avec d'autres meufs. Et puis c'est pas à 69 ans qu'on devient un pédocriminel. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Et quand tu n'as même pas peur des flics, alors qu'ils t'ont déjà chopé une fois, il y a 8 ans, et que tu recommences quand même, qu'est-ce que ça veut dire en fait? En 2019, la Cour d'appel de Paris l'a aussi condamné à 18 mois de réclusion avec sursis pour proposition sexuelle à une mineure de moins de 15 ans. 12 ans, 13 ans, 15 ans. Enfin, 12 ans, 15 ans, 13 ans. Après que l'homme ait échangé avec une adolescente de 15 ans, cette fois bien réelle, sur Internet, donc la fille existait. Des associations de protection de l'enfance se sont jointes au dossier en tant que partie civile concernant les derniers faits en date, selon maître Stéphane Loisy, donc l'avocat de Richard. Cette fois-ci, l'avocat ne tentera pas de demander une relaxe, affirme-t-il, ajoutant être sûr de voir son client condamné. Ah, ça y est, t'as changé d'avis? Toute ma vie, je n'ai jamais touché une mineure, dit Richard. T-shirt gris et épaules voûtées, s'agrippe au rebord du box des prévenus, des accusés, et secoue la tête lors de la lecture de certains messages envoyés à Camille, une utilisatrice de 13 ans avec laquelle il a échangé en mars dernier sur le site coco.fr. Qu'est-ce que c'est que ce site? Sans savoir qu'il s'adressait en réalité à un gendarme dissimulé sous un faux profil. Je t'apprendrai à faire des smacks. Avec la langue, c'est mieux. Je serai ton professeur de sexe, écrit-il alors, pensant à s'adresser à une jeune fille de 13 ans. C'est quoi, Coco? Tiens, on va aller voir, on comprend pas. Le chat sans inscription. J'ai tout compris avec cette phrase, donc je n'irai jamais sur cette plateforme. Un site de chat basique. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en arrière Windows 98. En fait, le mec a récidivé, mais c'est ça que je comprends pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il a récidivé aujourd'hui, parce que la fille de 15 ans, elle existait bien, en fait. Donc il s'est dit, tiens, je me suis pas fait péter pour... Enfin si, du coup, il s'est fait péter pour la fille de 15 ans aussi, mais ça a marché. En fait, c'est-à-dire que son piège, là, dans son filet de merde qu'il a lancé à la mer, il a réussi à plus ou moins pécho une gamine de 15 ans. Donc en fait, je pense qu'il a dû se dire, j'y suis presque. Je t'apprendrai à faire des smacks, avec la langue c'est mieux, je serai ton professeur de sexe. Au cours de leur discussion, Camille, donc le flic, mais Camille, lui rappelle qu'elle n'a que 13 ans. « Au contraire, j'aime trop ton âge, répond-il. » Il lui confie sa peur de se faire repérer par la police et lui dit de ne pas en parler. Mais il lui répète, à l'envi, que la différence d'âge n'empêche pas l'amour entre deux personnes. Non. Et le chanteur ne s'en tient pas là. Entre le 25 et le 28 mars, après avoir échangé de nombreux messages avec elle, certains à caractère sexuel, il lui propose finalement de la rencontrer. Rendez-vous est pris pour le 30 mars. Sur le parking d'un supermarché à Croissy-Beaubourg, à 1 heure de voiture de chez lui. Là, le mec est prêt à rouler 1 heure pour pécho une gamine de 13 ans. Enfin, un parking d'un supermarché, il devait y avoir un McDo à proximité. À l'arrivée
Pas de Camille en vue, mais une équipe de la section de recherche de Paris qui vient lui passer des menottes alors qu'il attend à bord de son véhicule. En garde à vue, il reconnaît la plupart des faits et se plaint d'avoir été piégé. J'ai vu une vidéo comme ça sur YouTube il y a pas longtemps d'un professeur dans une université. Non, c'est pas un prof, pardon. C'est un développeur informatique dans une université aux États-Unis. En plus, une grande université, je crois. Le mec, en fait, est interrogé et chillax. Il est là en train de rigoler avec les flics et tout. Et pareil, en fait, c'est. Le mec se plaint d'être piégé, quoi. Ça se fait pas, les mecs, vous me l'avez fait à l'envers. Oh, c'est pas cool, hein. À l'arrivée donc de pas de cabine, voilà, donc il se fait piéger, il se plaint d'avoir été piégé. Il ressort libre et rentre chez lui. Il faudra attendre le 22 août pour qu'il soit à nouveau convoqué par les enquêteurs, puis placé en détention provisoire. Je voulais voir si elle existait vraiment, mais je ne lui aurais pas fait de mal. On aurait mangé quelque chose, on serait allé se balader. C'est ça. Ce n'était que des écrits. Je ne suis pas Marc Dutroux, affirme-t-il ce lundi, depuis le box. Inlassablement, parce que les faits sont quasiment les mêmes, cette affaire est ramenée sur la table ce lundi. C'est la même procédure en 2015 et en 2023. Mais jamais il ne prend ses responsabilités, déplore l'avocat général. Dans la bouche du prévenu, la même excuse revient en boucle. C'était du virtuel. J'étais complètement stupide. Pour moi, c'était comme un jeu. C'est ça, ouais. Est-ce qu'elle existait vraiment? J'avais l'impression de dialoguer avec des fantômes, des gens qui n'existent pas. Suis-je fou? Étais-je fou? Mais il est malade, lui. Mais il est niqué dans sa tête. Comment t'oses dire ça à la police? Tu les prends pour des cons, les gens, en fait. J'avais l'impression de dialoguer avec des fantômes, des gens qui n'existaient pas, poursuit-il, évoquant également ses précédentes condamnations. Et je retourne sur Internet, monsieur le juge, parce que je veux m'assurer que quand je le tapote, c'est pas un fantôme. Et je continue. Donc c'est pour ça que je continue. Désolé, hein, faut qu'à un moment donné, quelqu'un vienne me rencontrer sur un parking. Je serais fixée. Et là, j'arrêterai de parler avec des gamines. À l'audience, selon la personne qui s'adresse à lui, Richard de Witte change de réponse. Se contredit dans ses explications, bah tu m'étonnes. Il a un petit problème de discernement, commente son avocat, maître Stéphane Noisy, appelé à la barre à son tour. Monsieur de Witte est lui-même son pire ennemi. Poursuit-il, s'appuyant sur les discussions sans queue ni tête de son client avec Camille. Il dit qu'il veut être son professeur de sexe, puis il dit qu'il sait faire des poissons panés. Il a suivi un traitement, ce traitement n'est pas efficace, il faut qu'il soit sous curatelle. Conclut-il en demandant au parquet une certaine tolérance. Le maître, enfin l'avocat, il demande à ce que son client soit placé sous curatelle, carrément. Mais est-ce que son client il est au courant? Oh purée. Quant au chanteur, il en est persuadé. Cette affaire marque la fin de sa carrière. Parce qu'il continue à chanter encore, le mec. Cette photo, ça confirme que le mec chante encore, en fait. Et l'avocat demande quand même une tolérance. Regardez, il n'a plus toute sa tête. Soyez tolérants. Soyez tolérants. Donc, cette affaire marque la fin de sa carrière. Tu m'étonnes 3 fois, quand même. Donc, c'est pas une affaire, hein, c'est 3 fois que ça marque la fin de ta carrière. Tous les gens qui croyaient en moi vont me rouler dans la boue. Je m'y attends. Je vais sombrer. Tout le monde va m'oublier. C'est comme ça. Regrette-t-il. C'est correct. Des personnalités accusées de corruption sur mineurs qui continuent leur carrière, il y en a. Morandini, pour ne pas le citer. Mais oui, mais tu le cites. Et Morandini, il devient quoi, en fait? Parce que j'ai pas trop suivi cette affaire. Conformément aux réquisitions de ce dernier, Richard de Witte a finalement été condamné ce lundi à 3 ans de réclusion criminelle avec l'obligation d'un suivi socio-judiciaire et une injonction de soins. Il doit par ailleurs verser 4 620 € de dédommagement à l'association Innocence en danger. C'est pas beaucoup d'argent, hein, je trouve, hein. Il aurait pu lâcher plus. Hein. Il aurait pu mettre un plus gros billet quand même. Vive le showbiz. Les photos d'un jeune ours noir, trop mignon, à l'intérieur d'un commerce, au détail du nord de l'Ontario, connaissent un succès viral. Larry Blake, gérant du magasin Northern, je suis obligée de faire avec un accent français, sinon les gens vont dire que je me la raconte, dans la Première Nation de Neskantaga, a publié 2 photos sur Facebook vendredi dernier, le jour de la visite de l'ours. Une d'entre elles montre l'animal assis dans une allée, la patte sur des emballages de papier hygiénique, pendant qu'un client marche à proximité. Le mec, il est en train de marcher dans un magasin normal. Et le nounours, il est là. Oh, je suis là pour acheter mon PQ. Bonjour. Où est la caisse? Je paye où? Quand il a mis sa patte sur le papier hygiénique, charmant, ça m'a tellement fait rire. En raison des publicités qui mettent en vedette des ours.
Je devais faire un jeu de mots sur Facebook. Je ne croyais pas que ça deviendrait si gros. Une citation de Larry Blake, gérant du magasin. Selon le gérant, le client sur la photo n'a pas remarqué la présence de l'ours immédiatement, croyant initialement qu'il s'agissait d'un chien. Nous faisions l'entretien d'une machine à eau dans le magasin et les portes à l'arrière étaient ouvertes. Sans doute que le technicien était parti aux toilettes et l'ours a décidé de rentrer et de se servir, affirme Monsieur Blake. Après quelques minutes, des clients ont bloqué les allées et ont réussi à faire peur à l'animal qui est sorti par là où il était entré. Larry Blake a réalisé les photos à partir d'images de caméras de surveillance. Lorsqu'on lui a demandé si l'ours a fait des dommages durant sa courte visite, Larry Blake a répondu qu'il a seulement déchiré un sac de flocons d'avoine. Oh, mesquin, il a dû être tellement déçu qu'il s'est barré. Flocons d'avoine, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, je voulais des donuts. Le pauvre. Alors, celle-là, on va terminer sur un truc quand même particulier. Je vais montrer une première photo. Le cadre est posé. Alors, j'ai travaillé chez British pendant 1 an. Bon, on en parlera après. Un pilote marié de British Airways a été licencié après s'être vanté auprès de ses collègues. Vous n'allez jamais deviner ce qu'il a fait. Un pilote marié de British Airways a été licencié après s'être vanté auprès de ses collègues d'avoir sniffé de la cocaïne sur une femme seins nus lors d'une orgie alimentée par la drogue avant d'essayer de prendre un avion pour rentrer au Royaume-Uni. Bébé, are you done? Because too much noise, hein? Mon fils, il a faim. Un collègue, choqué, a sonné l'alarme quelques heures avant que le premier officier Mike Beaton ne copilote un vol entre l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne après avoir révélé sa nuit de débauche. Donc il est premier officier, il n'est pas pilote principal, il est first off, quoi. Petite soirée, c'est correct. Dans des SMS adressés à une hôtesse de l'air, Beaton affirme qu'il était parti. J'ai pas compris. Donc il y avait des Sud-Africains, il y avait une Espagnole, une Galloise, donc pays de Galles, et donc ils ont fait la fête, et il était tellement parti, putain, que il pouvait pas se laver la tête. J'ai pas compris. Il pouvait pas lever la tête. C'est ça que ça veut dire? Je suis désolée, j'avoue. Oui, il avait tellement... Le comportement de ce papa, oui, parce qu'il a un enfant, le comportement de ce papa a contraint la compagnie aérienne à retarder le vol de 24 heures, le temps de lui trouver un remplaçant approprié, ce qui a coûté à billet environ 100 000 livres, rapporte The Sun. Quand il y a un équipage qui part dans une destination sur laquelle il y a assez d'heures de vol pour qu'on soit obligé de faire une escale sur place, de se reposer, et après on repart 24-48 heures après, ou un petit peu plus, c'est le même équipage. C'est-à-dire que tu as le pilote, le copilote, des fois il y a un troisième pilote, selon le temps de vol, et selon la durée de l'escale, et puis le personnel navigant. Alors le nombre varie selon la destination, selon l'avion, selon le nombre de personnes à bord de l'avion, et donc voilà, on part tous ensemble, on est en escale, on se repose un peu, et après on revient tous ensemble aussi, quoi. Donc pour remplacer, c'est chaud, quand t'es en escale, c'est chaud, surtout aussi loin que l'Afrique du Sud, c'est très compliqué. À chaque fois que j'étais en escale avec British, c'était toujours des bêtes d'hôtel. Des bêtes d'hôtel. Genre quand j'étais à Tokyo, c'est un hôtel qui était tellement incroyable qu'il y avait un centre commercial, le sous-sol était un centre commercial. Non mais je ne m'en suis pas remise. Je suis allée acheter des trucs juste histoire de dire que j'ai acheté des trucs dans un centre commercial, dedans un hôtel. Donc ça a coûté la somme de 100 000 livres de retarder un avion, et ça coûte cher de retarder un avion. Quand j'ai fait ma formation avec EasyJet, c'est la première fois que j'étais hôtesse de l'air, c'était avec EasyJet. Et en fait c'est bien parce qu'ils sont tellement carrés, tellement stricts, que après c'est du repos, quoi. Quand on était en formation qui a duré, je crois 2 semaines, à chaque fois qu'on avait un temps de pause, genre t'avais une pause du matin, 10 minutes, une pause de l'après-midi, 10 minutes, un truc comme ça, et en fait quand on avait notre temps de pause, il s'assurait bien que... Parce que t'étais même noté genre pendant ta formation et tout, hein, et si t'étais en retard, si t'étais machin, il fallait surtout pas être en retard. Le time, OTP, On Time Performance, c'est obligatoire quand t'es hôtesse de l'air, genre l'avion ne va pas t'attendre, c'est comme ça qu'ils nous ont formulé, et l'avion ne t'attend pas. Donc t'as intérêt à être là en temps et en heure, et pour nous entraîner à ce truc-là, quand on avait notre pause, il y avait un compte à rebours à l'écran. Sur ta base, par exemple, genre à Paris, quand moi j'étais basée à Paris chez Air France, ou quand j'étais basée à Heathrow, quand j'étais en Angleterre, genre à la base de Heathrow, t'as des navigants, enfin toutes les compagnies aériennes fonctionnent comme ça, mais sur la maison mère, à la base, tu dois avoir du personnel qui est de réserve, ce qu'on appelle être en réserve. Donc t'es là,
Si ton téléphone il sonne, tu vas remplacer quelqu'un qui, par exemple, est en retard encore chez lui, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui peut pas être là sur le vol qui était prévu pour elle ou pour lui, quoi. Donc on est de réserve et faut absolument que l'avion parte en temps et en heure, quoi. Et il partira pas en retard parce que quelqu'un il est malade, ou parce qu'il a raté son bus, ou parce qu'il a eu une panne d'essence sur l'autoroute. Ah, c'est juste logique. Du coup, en Afrique du Sud, ça t'arrive en Afrique du Sud, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Alors, je continue. Lorsque Beaton, donc le mec qui s'appelle... c'est quoi son prénom? Mike. Mike Beaton. Donc lorsque Mike, originaire du Devon, revient en Grande-Bretagne, il est contraint de se soumettre à un test de dépistage de drogue, qui se serait révélé positif, bien sûr. British Airways a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun risque pour les passagers, qui étaient quand même à bord de cet avion, un retour, et a révélé qu'il ne travaillait plus pour la compagnie. Le premier officier était à Johannesburg, une des escales préférées du personnel de British, et je ne l'ai jamais faite d'ailleurs, j'ai fait le Cap, mais j'ai pas fait Johannesburg. Le premier officier était à Johannesburg pendant son temps d'arrêt, donc pendant son escale, et devait copiloter le vol retour vers Londres. Mais il a révélé à un collègue que les choses étaient devenues incontrôlables après avoir rencontré un groupe de personnes dans une discothèque de la ville. Il a dit qu'après être retourné à l'hôtel une dernière fois avant de se coucher, les choses sont devenues torrides, avec un peu de bécotage, et puis nous nous sommes tous mis en route vers l'appartement de ce mec. Welsh a décidé que je devais être son petit ami. Spanish a rencontré l'un des deux gars du coin, et c'est fait... J'ai pas le droit de dire ça. Roulage de pelle avec la poitrine. Voilà, on peut le dire comme ça. Sur le canapé. Alors Welsh, c'est la galloise, Spanish, l'espagnol. Et ah ouais, d'accord, c'était sympathique cette soirée, dis donc. Le père s'est alors vanté du fait que... Le père, donc le pilote, hein, parce qu'il est papa d'un enfant. Le papa pilote s'est vanté du fait que les filles dansaient seins nus, et il a décidé de faire de même. Avant qu'un des hommes du coin n'apporte de la coke. Donc lui aussi il se met seins nus, le pilote. C'est sexy, dis donc. Téton apparent. Alors il y a un débat pour savoir qui est le mieux placé pour faire une bosse. C'est quoi une bosse? Ah. Je suis teubée. Moi, ok, d'accord, une bosse. C'est comme ça qu'on a fini par renifler de la coke sur les seins d'une fille à Joburg. C'est comme ça qu'on appelle l'escale Johannesburg, c'est Joburg. Donc une bosse, c'est un sein ou une bosse, c'est une bump, une ligne, quoi? Un rail. Mais non, je pense que c'est une bosse littérale du nichon. Il a affirmé que la nuit ne s'était pas terminée là. Attention, hein, ça suffit pas de faire une bosse. Ajoutant qu'il avait passé la nuit avec Welsh, donc la galloise, et qu'il l'avait fait chier pendant des lustres. Je suppose que la coke a joué un rôle. Il était tellement ailleurs, enfin foutu fucked up, hein, que je ne pouvais plus lever mon bras. Ah oui. Une source de la compagnie aérienne a déclaré au Sun que les dirigeants étaient furieux lorsque ses collègues ont signalé son comportement. Bien qu'il n'y avait aucun alcool dans son organisme à son retour au Royaume-Uni, ils ont ajouté « Il ne prendra plus jamais l'avion ». Alors, biais et leur sens de l'humour. Un porte-parole de British Airways a déclaré à Mail Online « La sécurité est toujours notre priorité absolue. L'affaire a été portée devant le CAA, c'est Conseil de je sais pas quoi. Cette personne ne travaille plus pour nous. » L'autorité de l'aviation civile a déclaré au Sun qu'elle avait mis en place des procédures strictes lorsque les pilotes abusaient de boissons ou de drogue. Alors drogue, c'est faux, c'est interdit, hein. C'est totalement interdit. Il y a des tests de dépistage qui sont aléatoires, peu importe les compagnies. Après, certaines compagnies vont en faire plus que d'autres. Les procédures strictes, quand ils abusent de boissons, oui. Pour l'alcool, c'est vrai, il y a des procédures en place. Pour la drogue, non, c'est interdit. C'est juste totalement interdit. British, en fait, ils sont hyper stricts par rapport à ce genre de choses. La France, c'est pas pareil. J'avoue que quand j'étais chez Air France, j'étais quand même assez étonnée du laxisme par rapport à certaines choses. Une compagnie aérienne doit immédiatement nous informer si un pilote britannique a abusé de boissons ou de drogue à bord de son avion. Donc ça, c'est l'autorité de l'aviation civile. Dans ces cas-là, nous suspendons immédiatement l'examen médical du pilote, ce qui signifie qu'il ne pourra pas voler. Tu as une aptitude médicale, en fait. Et si ton aptitude médicale elle est suspendue, tu peux pas voler. Je me souviens du pilote allemand qui avait craché volontairement son avion qui était sous traitement pour pathologie lourde. C'était passé à l'époque, mais il y a dû y avoir une restriction depuis. Non. En fait, tout dépend des compagnies aériennes. En fait, il y a certaines compagnies qui sont beaucoup plus strictes et d'autres qui le sont beaucoup moins.
par rapport à tout ce qui est médical et tout. British, franchement, moi j'étais vraiment étonnée à quel point c'est hyper strict en fait, leur procédure, leur process et tout. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai été licenciée. Hein. British, j'ai été licenciée. Je pouvais pas. Moi, en tant que Française qui traverse la route quand je veux, même s'il y a des voitures, je suis désolée, tu me tiens pas en laisse comme ça. Donc franchement, j'ai été licenciée parce que moi, j'arrivais pas à me conformer à leurs règles qui étaient beaucoup trop strictes, quoi. C'est une des rares fois où j'ai été licenciée dans ma vie. Et je l'ai mal pris sur le coup parce que, bon, déjà, j'avais mes règles. Pour être honnête, hein, totalement, j'avais mes règles, donc j'étais hyper sous mes hormones de règles et tout, donc j'étais hyper émotive déjà de base. J'étais fatiguée parce que je rentrais d'un vol aussi. Et donc mon manager, en fait, il m'appelle et moi, bon bah désolé, mais voilà, au revoir. Au bout d'un an. Donc moi, je pars, j'ai quand même la larmichette parce que je prends toutes mes affaires dans mon casier et tout. Je rentre chez moi, j'ai pleuré pendant à peu près 3 jours. Enfin non, 3 jours, je me rappelle, c'était 3 jours. Pendant 3 jours, j'étais pas bien. Je me lève le matin, putain, je suis plus hôtesse. Oh putain, je pleurais quoi. Et puis c'était la première fois que ça m'arrivait d'être licenciée. Au bout de 3 jours, c'était plié. Bah mes règles étaient parties déjà. donc le moral était remonté. Et puis je me dis, mais c'est une des plus belles portes qui se ferment, quoi. Et je suis sûre qu'une autre va s'ouvrir derrière qui va être magnifique. Et en effet, j'ai absolument zéro regret, parce que ma compagnie d'après, c'était Air France. Et genre, Air France, c'était le prestige, quoi. Déjà, Air France, pour donner juste un exemple d'une chose qui était beaucoup mieux que chez British, et qui pour moi a une signification qui est quand même très forte et très importante, quand tu es en escale, dans un hôtel, qui est payé évidemment par la compagnie et tout, Air France paie le petit déjeuner, British ne le paie pas. Donc moi, avec la bouffe, il m'avait déjà conquise en fait, Air France, si tu veux. Si un jour on me propose de retourner chez British, tu y retournes? Non, jamais de la France. Jamais de la France, j'y retournerai. Parce que pour moi, un chapitre, quand il est clos, ça y est, c'est terminé, c'est comme retourner avec un ex. Bon, pourquoi tu retournes avec un ex? J'avais peut-être 2-3 phrases encore à terminer, je crois, sur ça. Lorsqu'elle a été confrontée aux journalistes, l'épouse de Mike, donc le copilote machin, a refusé de commenter. Parler à mon mari, a-t-elle dit. Du coup, elle a dit mon mari, donc ça veut dire qu'ils sont encore mariés. Je dirais que quand t'es hôtesse, et pilote aussi, parce qu'il y a, tu sais, il y a cette image-là que les gens se font des hôtesses qui ont des mecs à toutes les escales. C'est pas forcément faux, hein. Il y a des personnes pour qui c'est vrai, mais c'est pas non plus vrai pour toutes les hôtesses de l'air. Les pilotes qui se prennent pour des dieux, et encore une fois, moi j'ai vu des pilotes qui étaient mais super sympas, adorables, et j'ai vu des pilotes clairement profiter de leur poste de pilote, leur statut de pilote, et se faire des petites hôtesses, ou des meufs qui sont rencontrées sur les escales, machin. En fait, la population navigante, elle est comme la population que tu trouves dans n'importe quelle boîte. En fait, tu sais, quand moi j'ai par exemple mon père et mon oncle qui sont dans le milieu médical, et mon oncle m'a raconté des trucs genre ouais, tu sais, ça couche de partout. Enfin, j'ai été dans des boîtes aussi où t'entendais voilà, il y a des coucheries, il y a des machins et tout. En fait, dans toutes les sociétés, il va y avoir des choses comme ça. C'est un peu plus facilité quand t'es en escale parce que t'es loin, parce que machin et tout. Mais c'est dans toutes les boîtes, il y a des histoires comme ça de sexe, de tromperie, de relations, de gens qui font des trucs de fous, de fêtes, où il y a des boss, enfin... Donc dans tout, en fait, partout, c'est comme ça. On termine sur cette question. Et je vous ai pas montré la gueule du pilote. Il a une gueule de winner, lui aussi, mais ils ont tous des gueules de winner. Cette photo-là, on a tous une photo comme ça. J'ai une photo comme ça, devant le machin, devant le réacteur. Mais la question, tu vois quelqu'un que tu connais sur une application de rencontre, et tu sais que la personne est mariée ou quoi. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Et tu connais la personne qui se fait tromper, quoi. Tu fais quoi? Et est-ce que ça est déjà arrivé à quelqu'un qui est là, ce soir? Parce que moi, ça m'est arrivé. Après, je pense que ça dépend aussi peut-être de la proximité que tu as avec la personne qui est trahie. Ça m'est arrivé avec une copine. Très bonne copine. Il y a des gens qui disent qu'il faut pas dire, il y a des gens qui disent qu'il faut dire. Moi, honnêtement, j'ai pas pu m'empêcher, parce que je me suis mise à la place de mon ami, et je me suis dit, franchement, si j'étais à sa place, que je suis avec un mec depuis presque 10 ans, et qu'on a un gosse, et qu'on habite ensemble, et le mec me fait ça, il est sur une application. Je le démonte, en fait. Moi, j'aurais aimé le savoir, si j'étais à la place de cette personne. Donc je lui ai dit. J'étais obligée, en fait. J'étais obligée parce que moi, j'aurais aimé... Moi, je ne fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Je ne sais pas si c'est correct ce que je viens de dire. C'est correct? C'est correct ce que je ne pouvais pas m'imaginer rester dans le noir et qu'une amie, elle était au courant, en fait.
J'aurais pas pu m'imaginer ça. Donc, je me dis, voilà, moi, à sa place, j'aurais aimé qu'elle me le dise, donc je lui ai dit. Bon, je raconte pas la suite de l'histoire, parce qu'il y avait encore il s'est passé des trucs incroyables dans cette histoire, et il ne m'appartient peut-être pas de raconter plus que ça. C'était fort sympathique, ce live, comme toujours. Merci de votre présence, merci à toutes, merci à tous. Le Discord, si ça vous intéresse de venir chatter un petit peu sur le Discord, je vous embrasse. Prenez soin de vous, allez manger des pizzas mayo, et finissez avec un petit verre de vin thérapeutique. J'arrive, Devdas, j'arrive, mon enfant. Merci beaucoup. Et merci, Stick.